Bonjour à tous. Laquelle des trois propositions de loi en instance à l'Assemblée nationale sera-t-elle adoptée demain, lundi? Côté observateur, on retient le souffle. Les politiques, eux, assurément, s'en remettent aux tractations devant faire aboutir l'une ou l'autre des positions. Dans le camp de la mouvance présidentielle, une proposition de loi portant révision de la Constitution et une autre modificative du code électoral pour établir l'égalité, comme le demande la Cour constitutionnelle, l'égalité des parrains devant, égalité des élus devant parrainer les candidats à l'élection présidentielle de 2026. L'opposition, elle, entrevoit une proposition vue comme une refonte totale des réformes ayant conduit à ce code électoral avec 8 différents amendements. Dans ce numéro de Zone Franche, nous passons au peigne fin chacune de ces propositions avancées par le parti Les Démocrates, et ce sera comme tous les dimanches avec Franck Aounou. Bonjour Franck. Bonjour William, notre invité sur le plateau ce matin, Moïse Monchor, il est membre de la cellule de communication du parti Les Démocrates. Précision pour précision, directeur adjoint de campagne lors des dernières élections législatives et cadre du parti Les Démocrates. Monsieur Monchor, bonjour. Bonjour, Monsieur Franck. Merci d'accepter notre invitation. Avant d'évoquer le sujet relatif à la relecture du code électoral et les propositions faites par votre parti, j'ai envie de vous demander ce que vous êtes allé faire chez les prêtres. Je veux parler des membres de la conférence épiscopale du Bénin. Les images ont défilé sur le net. Nous avons vu le point fait par l'honorable Guy Mitokpe. Qu'est-ce que vous vous êtes dit avec les évêques? Merci. Mais avant que moi je ne commence par parler, vous savez, j'aimerais faire un exercice parce que nous sommes en deuil. Et vous avez perdu une de vos consoeurs, Annick Ballet. Et nous avons perdu un de vos confrères, Suleiman Harouna, aux États-Unis, qui a été inhumé hier. Et des militants également. Donc j'aimerais vous demander, au nom de tous ceux disparus, que nous fassions ne serait-ce qu'une minute de silence en leur mémoire, surtout pour que le combat qui mène pour la parole, le combat qui mène pour la démocratie ne puisse pas être vain. Merci de m'autoriser à le faire. Allez-y. Merci. Oui, depuis le 15 octobre que le président Yahi Boni a pris les rênes du parti Les Démocrates, en tant que président du parti, nous avons entamé des consultations. Et nous avons envoyé des lettres qui a fait que le président de la République a dû nous convoquer pour nous écouter. Et dans la même perspective, après la décision de la Cour constitutionnelle, la DCC 24001, du 4 janvier passé, et nous avons fait des propositions et nous sommes allés expliquer au clergé ce qui se passe dans le pays, la situation sociopolitique du pays et le danger qui nous guette si chacune des composantes de ce pays ne prennent pas les responsabilités et laissent le tout aux politiques, en l'occurrence à la mouvance. C'est ce que nous sommes allés expliquer. On rencontrera également la communauté islamique, la communauté évangélique, chrétienne. On rencontrera toutes les congrégations religieuses et même les religions endogènes. C'est dans le processus d'apaiser. C'est dans le processus de demander à chacun de jouer son rôle afin que nous puissions ensemble bâtir un pays où le vivre ensemble serait à nouveau possible. Alors, à écouter le point fait par l'honorable Guy Mitokpe, ça a tout l'air d'une plainte que vous êtes allé déposer à la conférence épiscopale, non? Ce n'est pas un commissariat, à ce que je sache. C'est une lecture que je fais. Oui, mais bon, c'est votre lecture. Nous sommes allés informer. Lorsque j'écoute, par exemple, Guy Mitokpe qui dit que vous soupçonnez des complots, ce qui se passe dans le pays, vous avez l'impression que
On veut exclure, par exemple, certains partis de la course en 2026, notamment les démocrates, et bien de choses qu'il a dites dans le point qu'il a présenté. J'ai l'impression que vous êtes allé remettre un cahier de plainte au clergé pour dire, ben voilà, nous sommes venus vous plaindre d'aller écouter les autres, aller leur dire, ainsi de suite. Pas du tout. Nous sommes allés expliquer la situation sociopolitique du pays. Et vous savez, la mouvance depuis 2016 nous a vendu des réformes. Mais la mouvance a oublié une chose, réformer ce n'est pas pénitence. Réformer c'est espérance. Réformer ce n'est pas tuer ses compatriotes. Ce n'est pas mettre en exil ses compatriotes. Réformer c'est permettre à ce qu'on puisse vivre ensemble pour pouvoir construire le pays. Vous et moi, le Bénin nous appartient à nous tous, autant qu'à la mouvance. Mais ce qui se trame, et je vous prends en témoin, vous les journalistes, de faire bien votre boulot, c'est d'alerter également les concitoyens que ce qui se trame, c'est les scénarios de 2019, 2021, 2020, 2021 qui se préparent. Ou à Kadia, on a vu des gens, l'armée tirer sur des citoyens béninois qui manifestaient. À Tchaorou, à Tchou, à Banté, c'est ce qui se prépare. Et vous avez oublié de dire que les populations aussi étaient armées contre... Les populations étaient armées de quoi? Ils ont montré... Quelle arme ils ont montré? Est-ce qu'ils ont montré? Ils ont montré quelle arme? Quelle arme ils ont eu à montrer que les populations avaient en leur possession? On a vu les chasseurs. Les chasseurs. Les chasseurs étaient armés de quoi? Des fusils de chasse. Ah, d'accord. Des fusils de chasse et les populations qui désobéissaient lorsqu'on leur dit ne rentrez pas dans les rues pour des populations qui ont cassé des maisons, vandalisé des organes de presse. Pour vous, c'est nouveau. Mais lorsqu'en 2012, de 2013 jusqu'en 2016, cette chaîne, elle a été le cerveau qui a réveillé, a fait marcher tous les mercredis en rouge ce pays-là. On l'a vu, hein. Vous nous apprenez rien. C'est nouveau que les gens manifestent. Donc vous avez pris un repère et c'est de cela que vous avez dit ce qui s'était passé en 2019 et tout ça. Et c'est les faits que nous interprétons. Il n'est pas interdit de manifester, de montrer son désapprobation. Par exemple, vous avez des militants de l'opposition qui s'en prennent à des radios. Est-ce que les radios avaient véritablement quelque chose à voir dans le jeu politique? Qu'est-ce qu'on avait à reprocher? On a saccagé Urban FM à Paraco, on a lancé des pieds à Fraternité FM. Qu'est-ce que ces médias avaient à faire dans les querelles politiques, par exemple? Vous savez, lorsqu'il y a des manifestations de colère, personne ne contrôle ce qui doit être saccagé. Quand on a voulu arrêter Azanaï dans ce pays, pas arrêter, convoquer. On a brûlé des casernes de sapeurs-pompiers, des véhicules de sapeurs-pompiers. On a brûlé des véhicules de citoyens. Mais l'armée n'a pas tué personne. Oui, mais est-ce que c'était encouragé, M. Monchop? Ce n'est pas une affaire. Est-ce que vous voyez qu'on est là en train d'encourager? Nous ne sommes pas là pour encourager. Les gens ont le droit de manifester. S'ils n'ont pas fait ce qu'ils seront là aujourd'hui. Manifester dans la rue sans cacher. S'ils n'ont pas fait de 2013 jusqu'à 2016, habillés en rouge, à faire ça, est-ce qu'on serait là aujourd'hui? Ils seront là, ils ne seront pas là. Mais ce que vous avez fait en 2016 était même pire. En 2016, des médecins arrêtaient de travailler, les gens mouraient comme des mouches. En 2016, il y a plein d'écoles qui étaient fermées. Mais cela, il n'a jamais eu ça. Les gens avaient élu Boni Yaye pour diriger le pays. On ne peut pas aujourd'hui... Diriger, c'est tuer, c'est non, mais c'est le chef d'État qui avait été... Il est le chef. Je vous pose une question. Diriger, c'est tuer? C'est nous qui posons la question. Non, je réponds. Oui. Alors, c'est le chef de l'État, Boni Yaye, qui était au pouvoir. Si on devait s'en prendre à quelqu'un, on ne peut pas dire que c'est ceux qui marchaient, c'est lui qui doit répondre. La démocratie appelle à ce qu'on manifeste lorsqu'on n'est pas d'accord. Maintenant, les débordements, vous savez, on gère, mais on ne tue pas. Pour du matériel, on ne va pas tuer. Il faut que ça n'ait plus lieu chez nous. C'est important que ça entre dans la mémoire de chacun de nous. En 2026, on ne veut pas qu'il y ait encore du sang qui coule. Parce que c'est ce qui se prépare. Mais ça, non, on ne va pas vous permettre de... Parce que on n'a pas des informations, on n'a pas les mêmes informations que vous, et tant que nous, on ne les a pas vérifiées, on ne va pas vous les laisser dire. Maintenant, ça, c'était le point, c'était la parenthèse d'ouverture de Franck Aounou sur ce que vous vous êtes dit, conférence épiscopale et vous. Mais vous savez, le principal sujet de cette émission, c'est bien l'introduction de votre proposition de loi à l'Assemblée nationale. Déjà,
Nourenou Achale dit à Louis Vlavonou, à 8 heures, un peu plus tôt, j'ai déposé sur votre table une proposition de loi aussi sur le code électoral. Mais c'est tout nouveau ça, qu'on ouvre une session et que les démocrates qui avaient prévu de se concerter depuis n'aient pas déposé à temps leur proposition de loi et c'est à l'ouverture de la session. C'était quelle stratégie politique ça, M. Nodjor? Nous avons été reçus, le groupe parlementaire Les Démocrates a été reçu par le président de la République. Il nous a fait des propositions et on lui a dit qu'on lui revenait. Dans ses propositions, il a demandé à ce qu'il y ait des imperfections, des fautes matérielles dans le code électoral qu'il faut toiletter. Et on l'a dit qu'on va consulter la base, le bureau politique, et on lui revient. Nous avons, vous avez vu ici, on a consulté toute l'opposition. Sauf la FCBE. La FCBE n'est pas un parti d'opposition. La FCBE, c'est l'opposition créée par la mouvance. Au ministère de l'Intérieur, la FCBE est enregistrée comme un parti de l'opposition. Boniaï l'a dit dans sa rencontre avec Patrice Talon, vous avez vu tout ce qui a suivi. Et je pensais que les démocrates ont appris leçon de ça. Non, c'est au FCBE d'apprendre la leçon. Et c'est ce qui se prépare en 2026. Ils veulent créer encore une opposition pour nous écarter. Donc, vous ne nous apprenez rien. Boniaï est quand même un ancien président de la République. D'accord? Donc, il sait de quoi il parle quand il parle. Il a géré tout cela. Donc, il sait de quoi il parle. Se faire appeler parti d'opposition ne veut pas dire qu'on est de l'opposition. Non, nous avons... Parce que l'enregistrement... Le dire ainsi, M. Moncho, oui. Est-ce que ce n'est pas une manière de remettre en cause, disons, les règles qui régissent un peu le fonctionnement de la politique dans notre pays, puisque, William l'a dit, au ministère de l'Intérieur, la FCBE classée dans la colonne des partis d'opposition au Bénin. Quelle FCBE? La FCBE, la Force Quelle Bénin, FCBE? Dont le secrétaire exécutif national est Paul Rumpé. Non. La FCBE, dont le secrétaire exécutif national était le ministre, l'ancien ministre Djenotien, est enregistré en tant que force de l'opposition. Lorsqu'il a eu un congrès qu'ils ont fait à huis clos et qu'ils ont sauté Djenotien et que Rumpé a pris la tête, d'accord, et que Yahibouni a démissionné, la FCBE n'a plus fait une autre inscription. Donc les trucs sont là, il faut aller voir. Dans leur conférence de presse, ils ont dit avoir fait une déclaration comme le demande le statut de l'opposition. Peut-être que vous avez des informations contraires, mais c'est ce qu'ils ont dit devant. Vous savez, je ne veux pas polémiquer sur la FCBE, je le dis, le président du parti a dit que la FCBE n'est pas un parti de l'opposition et se fait appeler parti de l'opposition. Et vous voyez son comportement sur la scène nationale. On sait ce qui se trame. Donc nous, on avance. Nous avons consulté tous les partis d'opposition. On a fait un mémorandum. On a dit à la sortie au président qu'on lui revient. On a envoyé le mémorandum au président de la République, c'est-à-dire notre proposition. On l'a envoyé au président de la République. Mais c'était quand ça? Ça a été envoyé il y a 10 jours. Vous qui communiquez beaucoup, vous n'en avez pas parlé? Ah si, ça a été dit. On ne savait pas. Ça a été dit dans la presse avant de voir Nourenou Achale. Ça a été dit qu'on l'a envoyé, on allait déposer au président. Mais le parti de la mouvance, eux, le plan étant déjà en cours, au lendemain de la rencontre du président avec le BR et l'UP, sa mouvance, 2 jours après, un honorable se lève et propose une loi de révision de la Constitution, en contradiction totale, en violation de la décision TCC et 24001 de la Cour constitutionnelle. En quoi cela viole cette décision? La Cour constitutionnelle a été saisie par un kidam qui est de l'UP et elle a trouvé la saisine irrecevable. Mais elle est allée plus loin. Elle a quand même décidé. Elle a dit, elle est recevable, mais comme il y a un toilettage à faire, je propose que vous allez vous revoir pour toiletter le code électoral. Toiletter le code électoral. Elle a dit ensuite
qu'il faut, le problème des députés qui doivent parrainer, la légitimité des députés, elle est bonne. Mais il y a une rupture d'égalité au niveau des maires. Donc, allez corriger ça. Mais qu'est-ce que nos amis de la mouvance font? Entre code électoral et constitution, vous savez, il y a un problème. Mais l'érudit, honorable Seibou, tout seul, dans sa cabane à Djoukoulaba, a pu rédiger un projet. Est-ce qu'on a besoin de toutes ces caricatures que vous faites là? C'est vous qui trouvez une caricature. Il faut se cacher pour faire ce qu'il a eu à faire. Parce qu'il a rédigé cette loi. Il peut rester n'importe où, rédigé dans un avion, dans un bateau. Oui, génial. Génial. À la maison, n'importe où. Voilà. Et rédige cette loi-là qui va déposer le jeudi. Ils ont été reçus le lundi. Hein. Le jeudi, lui, il a déjà une loi qui a été faite. Et les investigations ont prouvé que ça ne vient pas de son ordinateur, on sait de quel ordinateur ces lois viennent. Ah, nous, on n'a pas les preuves. Parce qu'un journaliste... Monsieur Motion, on va se contenter de ceux dont on peut apporter les preuves sur cette émission, s'il vous plaît. Non, vous me posez une question, je vous réponds. Oui, mais vous ne pouvez pas... Il n'y a aucune preuve là maintenant que ça vient d'un autre ordinateur. On sait que c'est... On n'est pas des spécialistes. C'est vous qui a déposé sa proposition de loi. Donc, Hassan Seibou dépose une proposition de loi le jeudi. Ils se sont réunis quand? Ils nous ont appelés, nous, quand, pour dire qu'il y a une session extraordinaire. Que 60 députés se sont réunis, ont décidé qu'il y a une session extraordinaire. On appelle le président du groupe parlementaire, on l'informe qu'il y aura une session extraordinaire. Nous, nos experts ont travaillé. On a déposé le jour de l'ouverture de la session extraordinaire notre proposition de loi portant toilettage du code électoral. Que l'objet, un ordre du jour soit établi, n'est pas le plus important. Dans l'ordre du jour, il est fait au numéro 11, toilettage du code électoral. Lorsque on propose, il y a deux propositions qui se font, on les met ensemble et on trouve un consensus, comme l'a demandé le président de la République lorsqu'il nous a reçus et lorsqu'il a fait la conférence de presse devant vous, les médias, qu'il faut qu'on trouve un consensus pour pouvoir toiletter ça. Mais c'est ce qu'on a eu à faire. Alors, oui, vous n'avez pas répondu à ma question. En quoi la proposition de loi déposée par Hassan Seibou viole la décision rendue par la Cour constitutionnelle? En quoi est-ce que ça viole réellement? La Cour constitutionnelle a dit allez toiletter le code électoral au niveau des maires où il y a une rupture d'égalité. Elle n'a pas dit allez réviser. Non, mais la Cour a montré un défaut. La Cour ne donne pas la solution. La Cour montre le mal à corriger. La Cour n'a pas dit il faut obligatoirement que ce soit le code électoral qui corrige. Si même la Constitution où toutes les dispositions sont révisées et que les règles adoptées sont conformes à la Constitution, la Cour ne dira rien. La Cour, c'est quoi? C'est un juge. Vous êtes condamné. La Cour dit votre emprisonnement, c'est à la prison civile de Lokossa. La prison, les administrateurs de la prison disent non, on va l'envoyer à Segbana. Vous violez la Constitution, vous violez le jugement. Il faudrait qu'on soit clair. La Cour a fermé clairement ça, c'est le code électoral. Elle n'a pas demandé qu'on aille toiletter. Et la proposition de M. Seibou, elle viole la décision de la Cour parce que dans cette proposition, lui trouve que il faut inverser les élections pour pouvoir permettre l'égalité des parrains. Donc, oui, si c'est autre solution proposée, non. On n'a pas besoin de ça. Tous les spécialistes en examen. Vous savez, il y a un vice de procédure dans tout ce qui se fait au Bénin. Et il va falloir que ça soit corrigé. Il va falloir que nous montrons le bon exemple aux générations qui nous suivent. Parce que ce que moi j'observe, c'est triste. D'accord? C'est triste. Parce que je n'ai pas vu. Quand mes parents faisaient la politique, moi je n'ai pas vu ça. C'était des hommes qui avaient une probité. La Cour constitutionnelle, il respectait ses décisions.
Mais ce qu'on observe aujourd'hui, c'est triste à observer. Qu'est-ce qu'on laissera à la génération future? Moïse Mouchor, vous avez rendu un mémorandum des jours avant à Patrice Talon qui témoignait déjà et qui exprimait de fond en comble vos aspirations par rapport au code électoral, les amendements que vous comptez y apporter. Pourquoi attendre le jour de l'ouverture de la session et quelques heures avant la session, l'ouverture de la session pour déposer une proposition de loi? Pourquoi la déposer avant l'ouverture de la session? Parce que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale dit que pour une session extraordinaire, il faut que l'ordre du jour soit connu d'avance et que ce soit sur la base de l'ordre du jour que le président de l'Assemblée nationale convoque les députés. Vous avez l'ordre du jour, elle parle de quoi? Au numéro 11. Je ne suis pas censé répondre à votre question, mais écoutez, c'est la loi. Attendez, c'est la loi du parti Union Progressiste de nouveau, pas la loi de démocrates. Non. Elle parle de la proposition de toilettage du code électoral. Qu'est-ce que nous on a fait? On a déposé quelque chose qui ne va pas dans ce sens. Ne restez pas figé en disant le règlement intérieur. Ça a toujours existé. Le président de l'Assemblée nationale, tous ceux qui ont parlé n'ont rien inventé. Ce sont des enfants parlementaires. Parce qu'il y a eu des gens avant eux. Le président Mbedi est encore vivant. Le président Nago est vivant. Le président Moussou Bruno, ils sont vivants. Ça se passe toujours comme ça. Vous savez, il y a un règlement intérieur, il y a la coutume, il y a les habitudes, il y a les heures, il y a les mœurs. Pourquoi aujourd'hui on ne respecte plus les mœurs? Le jour, moi, j'ai vu des députés aller jusqu'à devant la Cour constitutionnelle dire que la minorité parlementaire, c'est le BR, j'ai compris que nous sommes tombés plus bas que poussière. Et c'est grave ce qui se passe. Si vous, les journalistes, qu'est-ce que la Cour en a dit? Qu'est-ce que la Cour en a dit? Qu'est-ce que la Cour va dire? C'était quelle Cour? Non, c'est pas ça ma question. J'ai dit qu'est-ce que la Cour en a dit? Mais la Cour est allée dans le sens. Si la Cour a décidé. Et on a rangé ce débat. Oui. On a vous l'avez rangé. Mais nous, depuis ce jour, on a su, en réalité... respecter les institutions. Nous respectons les institutions. Oui, donc on les respecte. Donc on a su depuis ce jour que oui, il y a péril dans la demeure. Mais il y a un constat. Hein, lorsque les décisions de la Cour ne semblent pas aller dans le sens que vous voulez, vous trouvez que la Cour est de telle couleur. Lorsque vous y allez, on vous donne raison. Vous trouvez que, bon, les institutions marchent. Pourquoi est-ce que au niveau des démocrates, ça se passe comme ça? Quelle est la décision qui est allée dans le sens qu'on a trouvé que les démocrates, les institutions marchent? Non, mais même celle qui nous a permis d'aller aux élections, vous savez. Et là encore, vous trouvez elle à pas aller dans notre sens. Parce que nous, on allait saisir la Cour pour qu'on répare. La Cour devait donner seulement injonction au DGI de donner les quitus fiscaux. C'est tout. Donc, elle est on ne va pas ressasser de vieux événements. On va pas parler. On ne va pas ressasser de vieux événements, mais pour finir avec cet axe de discussion, est-ce que cette stratégie politique, cette expérience, Eric Koundété l'a dit, on n'est pas à Nanvicha, donc cette expérience que nous, les Nouachal, Eric Koundété et autres du Parti Les Démocrates ont, et qu'ils sont en train de jouer au Parlement, est-ce que cela ne peut pas tourner contre eux pour que lundi, la proposition de loi de Nourénou Achali ne soit pas introduite dans l'ordre du jour demain à l'ouverture à 10h? Vous savez, vous êtes des journalistes et vous connaissez parfaitement le fonctionnement de notre Assemblée nationale. Et pour toiletter une loi simple, comme une loi, le code électoral, une loi ordinaire, ils n'ont pas besoin d'une majorité. Ils ont besoin d'une majorité simple. Il faut 55 députés. Ils ont combien la mouvance? Ils en ont 81. Ils ont 81 députés. Donc, et que nous avons les fortes chances que, même si on l'avait déposé, qu'elle ne soit pas prise en compte. Que nos amendements ne soient pas pris en compte. Nous avons les fortes chances pour ça. En fait, c'est là la réalité. C'est ce que vous devez essayer de comprendre. C'est vous poser les bonnes questions. Pourquoi ECO? Pourquoi le président dit qu'il veut un consensus? Parce que pour vous, le code électoral, c'est l'objet. C'est ce que la Cour constitutionnelle a décidé.
Mais en réalité, pour celui qui les mandate, ce n'est pas le code électoral qui l'intéresse. Il a été même très clair devant vous quand il vous a reçu au palais. Il a dit, lui, qu'il aimerait que ce soit les députés de 2026, les députés et les maires de 2026 qui parrainent. C'est clair, c'est limpide comme de l'eau. Son intention est assez très claire. Tout le reste qu'il a ajouté, vous savez, c'est des enjoliveurs. Mais nous, en tant que politiques, lorsque tu nous tiens ce discours, mais nous, on est contents, on sait là où tu vas. Donc, c'est là où il va, c'est la révision de la Constitution. Et la proposition de l'honorable Seibou, elle est claire, inversée. Parce que l'objectif, je vous le dis, je vous le répète, depuis l'avènement de la rupture, le seul projet de société que l'avènement de la rupture a maîtrisé, déroule et qui va arriver à maturité, c'est l'exclusion. Lorsque vous avez sous votre botte, est-ce qu'on peut avoir, est-ce qu'on peut avoir pour projet de société tel que vous le dites, d'exclure? Est-ce que c'est un projet de société? C'est tout ce qui se passe. Et même ceux qui sont dans le jeu, sa mouvance, ils ont compris à leur temps dépendant que, oh voilà, ils seront dans la sauce. Alors, si ce n'est que, l'alignement des élections, le parrainage, si ce n'est que pour introduire ça dans la Constitution, pourquoi ça vous fait autant peur? Ou il y a autre chose qui est caché derrière qui vous fait peur? Et si surtout vous avez une minorité de blocage au niveau de l'Assemblée nationale. Vous savez, la révision de la Constitution, ça là, c'est mort. Mort? C'est mort. Oui, mais pourquoi ça vous préoccupe autant? Mais le président a demandé qu'il y ait un consensus. Ça nous préoccupe parce qu'on sait là où la personne va. La personne vous dit, ah, vous savez, les gens ont critiqué beaucoup le ministre Ziziloui lorsqu'il a parlé de dédoublement fonctionnel. Mais moi, je trouve qu'il nous disait une vérité que vous n'avez pas su percevoir. Il n'a pas voulu utiliser le mot psychanalyste qu'il faut. Il parle de dédoublement de la personnalité. Nous avons ça en face de nous. Est-ce qu'on peut revenir à ma question, M. Montiel? Je viens à votre question. Donc, celui qui se dédouble, qui veut en réalité qu'on révise la Constitution pour pouvoir avoir la main sur les parrains, d'accord? C'est la même personne qui dit ne touchez même pas à une virgule. Donc, l'objectif... Est-ce que Patrice Talon a dit qu'il veut qu'on révise avant d'avoir des pareils? Il a bien dit qu'il veut que ce soit les élus de 2026. Je vais vous donner un conseil. N'écoutez pas ce que Patrice Talon dit. Lisez ce que Patrice Talon ne dit pas. Vous êtes politique, moi je suis journaliste. C'est ce qu'il dit. C'est ça les journalistes doivent faire également. Il faut lire. Parce que quand vous étiez en face de lui et qu'il vous a sorti le one-man show, il fallait lui poser la question, Monsieur le Président. Pourquoi vous ne demandez pas à votre majorité parlementaire de retirer la révision de la Constitution? Les députés n'ont pas un mandat impératif. Il est le président de la majorité parlementaire. Mais il a dit, je ne suis demandeur de rien. Il a dit, il a le cadre. La discipline du groupe existe partout. Il a dit, il recadre son groupe, retiré. Il a dit que les députés n'ont pas un mandat impératif. Il les laisse exercer leurs prérogatives et ce qui lui appartient de faire, qu'il le fera en temps et temps. C'est la belle preuve, vous avez vu, la même majorité parlementaire a introduit... Tel que vous lisez dans ces... Tel que vous lisez... C'est ce qu'il a eu à dire. Non, moi je pense que dans ce qu'il a dit, voilà la compréhension qu'on peut en faire. Ah d'accord. Moi j'étais à la rencontre. Mais c'est la même personne qui a eu à dire, lorsque vous avez sous votre coupole tous les élus, tous les opérateurs économiques, tous ceux qui comptent, votre réélection, elle est facile, elle est aisée. C'est la même personne. Moïse Montchor, est-ce que les démocrates ne voient pas trop le mal partout? Parce que la même mouvance présidentielle avec un autre groupe... mal. Est-ce que la même mouvance présidentielle, est-ce que... On ne voit pas le mal partout. Le mal nous dirige depuis 8 ans. Bon, c'est votre position, mais
Écoutez, est-ce que quand Akhenatonde, président du groupe parlementaire le plus représenté à l'Assemblée nationale, propose une autre loi modificative du code électoral qui a besoin juste de réduire de 15 jours les dépôts de candidature pour permettre que l'égalité des parrains soit rétablie, pourquoi vous ne voyez pas ça et vous ne vous focalisez que sur la révision constitutionnelle qui, entre-temps, vient aussi de la mouvance présidentielle? Akhenatonde, j'ai du respect pour eux. J'ai du respect pour les intellectuels qui nous dirigent aujourd'hui. Mais je trouve lamentable parce que la proposition de Akhenatonde, ce n'est qu'en réalité l'écriture du discours que le président vous a tenu lorsqu'il vous a reçu. Parce que là, pour réduire de 15 jours, demande à dire que les députés de 2023, comme les maires de 2020, ne parrainent pas. Et nous allons jouer. Vous avez un enfant. Vous voulez le baptiser. Et vous prenez un enfant qui va naître dans 3 jours avant lui. Lui, il a des années, là, il a peut-être 1 mois, vous voulez le baptiser, et vous prenez un enfant qui naîtra dans 3 jours pour le baptiser. Qui peut accepter ça? Est-ce que cet exemple accade vraiment... C'est ça le parrainage. C'est ça le parrainage. Le parrainage, avant d'être politique, il était religieux. C'est-à-dire, il faut quelqu'un pour donner une boussole. Il ne faut pas qu'on occulte les choses. Même dans notre tradition. Lorsqu'on prend un parrain... Je pense que c'est beaucoup plus pour accompagner l'exemple du baptême. Moi, je pense que c'est un peu trop fort. C'est pour accompagner la personne. Pour accompagner. Un petit frère peut accompagner... Aucun petit frère ne peut accompagner un grand frère. Aucun petit frère. C'est bien possible. Ce n'est pas possible. Pour atteindre l'objectif... Ce n'est pas ça. On parle du truc spirituel. Ton petit frère a quoi de spirituel plus que toi? Ah non, je ne suis pas d'accord avec vous. Non, quelqu'un qui n'est pas né va vous parrainer. Bien sûr, quelqu'un qui est plus petit, qui n'est pas né, peut être doublement plus fort spirituellement que... Qui n'est pas né. On va peut-être pas, nous ne sommes pas ici pour parler spiritualité. Nous allons parler l'essence même du parrainage. Rien ne dit que le plus grand est plus fort spirituellement que le plus petit. Non, je parle de l'accompagnement. Ça, c'est un autre débat. Donc, l'essence même du parrainage, il est religieux. Dans nos traditions endogènes, c'est la même chose. Mais on dit qu'il y a une rupture d'égalité au niveau des maires de 2020. Parce qu'il y a certains qui, en tenant compte du calendrier de la clôture des dossiers du 5, en tenant compte de ça, il y a certains maires qui seront déjà installés, donc ceux de 2023 pourront parrainer, et d'autres qui ne seront pas installés, ce qui fait que ceux de 2026 vont parrainer. C'est cette rupture, c'est qu'il y aura 2 sortes de maires qui vont parrainer. C'est tout le problème que la Constitution est d'aller corriger. Mais la proposition d'Akhenatonde, je vous le dis, c'est la transcription écrite de ce que le président a dit. Vous avez quoi contre? Parce que le président, ce n'est pas légal, parce que c'est là même qu'on rompt l'égalité. Alors là, ce que vous proposez est tout légal. Je vais vous expliquer. Je ne parle pas de légal, je parle de légalité. La réforme du système partisan qui a été votée, ainsi que la révision de la Constitution, qu'ils ont fait voter à la va-vite la nuit et promulguer en moins de 72 heures, a pris en compte déjà, depuis avec son article 153, les situations transitoires. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est cette révision, c'est ce code électoral qui a permis au président de la République de s'octroyer, de rendre élastique, de rendre tendu son mandat de 5 ans 45 jours. Ce qui a valu la prison à nos compatriotes. Professeur Joël Aïvor, cher ami, il est en prison pour 5 ans, c'est 5 ans. D'autres sont encore en prison. Ce n'est pas ce pourquoi le juge de la Crète l'a condamné. Il a été condamné pour d'autres chefs d'accusation. Bon, on ne va pas refaire les vieux procès. C'est normal. Vous tenez compte de tout ce que vous avez à dire. Nous, on dit ce qui est. Non, il y a d'autres, tout le monde peut lire la décision du juge. Et après avoir changé les faits d'accusation 5 fois,
En tout cas, la décision du juge est là. Merci. On peut consulter ça. Après avoir changé 5 fois les faits d'application. Ça, par exemple, c'est vrai. Donc, on vous le laisse dire. Il y a eu des changements. Mais ce pourquoi il a été condamné, c'est pas pour avoir dit 5 ans. D'autres compatriotes à vous sont en prison. Des jeunes étudiants, 5 ans, c'est 5 ans. Ils ont manifesté pour ça. Les trois, on les a pris. Ils sont en prison. Sans jugement. Depuis bientôt 4 ans. On ne connaît pas les circonstances dans lesquelles... On a les noms, on sait. Parce qu'il n'y a pas de jugement, ils n'ont aucune preuve pour les arrêter. Ils sont en prison. Parce qu'ils ont... Vous n'êtes pas juge, vous n'êtes pas du domaine judiciaire. Donc depuis 4 ans, on arrête... force de l'ordre. Non, on arrête des gens depuis 4 ans. Vous n'êtes pas force de l'ordre et vous ne sommes pas force de l'ordre. Les circonstances dans lesquelles ces jeunes ont été pris, Oui. peut-être que vous n'étiez pas sur les lieux. Vous ne savez pas forcément ce qu'ils ont, ils ont posé comme acte. Et non. Et quand on prend des jeunes qui manifestaient, et qu'on les met en prison, s'ils avaient des actes posés, vraiment, on les aurait jugés. Pourquoi on ne les a pas jugés? Posez-vous les bonnes questions. Vous risquez de ne pas dire ce que vous vouliez dire. Je vais en venir. Oui. Donc, il y a rupture d'égalité parce que ces 45 jours qui s'est octroyé a pris en compte dans cette réforme que les maires de 2020 sont là jusqu'en 2026. Quel était le mandat des maires? C'est 5 ans. Donc, on leur a donné une légitimité d'1 an en plus pour pouvoir allier tous les mandats, pour pouvoir organiser les élections générales en 2026. La même chose pour les députés élus en 2023. Le mandat des députés était de 4 ans. On leur a amputé d'1 an, donc ils feront 3 ans pour pouvoir leur permettre d'être légitimes. Sinon, en réalité, le député qui est là, il peut dire non, je suis légitime jusqu'à 2027. C'est 4 ans. Mais les circonstances transitoires à l'article 153 ont réglé ce problème. Mais au nom de quoi aujourd'hui, vous vous levez pour dire que ceux qu'on a prolongé le mandat d'1 an et ceux qu'on a amputé le mandat d'1 an, et celui qui s'est octroyé 45 jours, il se lève et dit non, je ne pense plus que ce soit ceux de 2023 et 2020 à qui on a donné 1 an gratos et à qui on a supprimé 1 an qui vont parrainer. C'est là la rupture de l'égalité. C'est là que la légitimité de ce que Aké propose, c'est illégal ce qu'il propose. Parce qu'il est en train de violer cette loi-là. Il est en train de violer cette révision de la Constitution qui a permis d'aligner tous les mandats. C'est votre opinion. Mais ce n'est pas mon opinion. Oui, vous demandez à tous les spécialistes de droit s'ils ne sont pas. Même les spécialistes de droit ne s'accordent pas tous, mais quand ils sont de la même chapelle. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Oui. Si les spécialistes de droit constitutionnel n'occultent pas leur intelligence par leur partisanerie, ils le diront ça. Mais c'est seulement au Bénin qu'on voit que des gens peuvent se dédoubler et dire A le matin, B le soir, C à midi, ainsi de suite, sans gêne. On ment allègrement. Monsieur Mocho, vous dites ça comme si en politique tout est aussi juste. En politique, je sais que on nous le dit souvent, les discours, il faut les prendre avec P7. Vous surprenez du fait que les gens utilisent des stratégies politiques pour atteindre leur objectif. Est-ce que c'est nouveau ça? J'ai fait Sciences Po Paris. On ne m'a pas appris ça en politique. Ça, c'est la science. La politique s'apprend à l'école ou dans les écoles de parti. La politique, c'est une science. Elle est noble. Elle n'est pas truffée de mensonges. Elle n'est pas truffée de mauvaises intentions. Elle n'est pas truffée de ce que nous voyons aujourd'hui. Non, monsieur Mocho, moi, votre discours, je ne sais pas comment le qualifier.
Mais dans la pratique, il y a beaucoup de choses que nous observons en politique. Pour atteindre les objectifs, pour gagner tel ou tel combat, eh bien, on utilise des stratégies politiques. À l'Assemblée, la loi sera certainement examinée, que ce soit votre loi, si elle était introduite dans l'ordre du jour, la loi Akhenatonde ou la proposition de Hassan Seibou, mais ça va se faire dans les arènes du Parlement et ça va être des stratégies politiques. Ce n'est pas forcément ce qu'on vous a appris. Sciences Po Paris et tout ça qui sera exploité vous ou l'appeler appliqué là-bas. comme vous voulez, c'est rien, c'est pas de la stratégie politique. Et comment vous Ce l'appelez? qui se passe, c'est une gouvernance de terreur. Non, on ne va pas. C'est une gouvernance Monsieur Mochon, d'exclusion. non, Monsieur Mochon, Parce on va pas. que Monsieur la Cour Mochon, constitutionnelle, Monsieur est Mochon. ces décisions sont sans recours. Elle ne peut pas vous dire A et vous permettez d'aller dire voilà, on propose. Et comme ils ont la majorité, nous on a dit quoi quand on a vu la chance et le clergé? Nous voulions qu'il y ait un consensus. Si eux-mêmes, un temps soit peu, ils sont sincères et honnêtes avec eux-mêmes, ils se sont rendus compte qu'il y a des erreurs matérielles. Vous savez ce que ça veut dire en droit, erreur matérielle? C'est insultant. Ça veut dire que quand on vient dire qu'il y a des erreurs matérielles dans ce que vous aviez fait, c'est qu'on vous insulte. Pourtant, c'est des agrégés qui ont fait cette loi-là. C'est insultant. Et qu'ils reconnaissent qu'il y a des erreurs Parce que c'est des matérielles. agrégés, il n'y a pas d'imperfection dedans. Mais non. On parle d'erreur matérielle, on ne parle pas d'imperfection. Hein. L'imperfection, elle est humaine. Mais ils étaient 83. Le Parlement monocologue, ils étaient 83. Ils ont le temps, la latitude de pouvoir voir les choses et de les faire correctement. Mais ils n'ont pas fait et on vient trouver des erreurs matérielles. Non. Moïse Moutchor. C'est une insulte envers l'intelligence. Hein. Je vous le dis. Moïse Moutchor, l'une des raisons qui motivent la proposition de loi Natonde Ake, c'est que un élu en fin de mandat, surtout quand il a déjà été aux élections et qu'il les perdrait peut-être, s'il avait perdu son mandat électif, il est bien influençable, il est bien corruptible et donc il peut faire de son parrainage un chantage où il peut en faire tout ce qu'il veut. Et donc les nouveaux élus, eux, ont beaucoup plus de légitimité, dit-il, pour parrainer. Quelle est votre opinion? Est-ce que ce n'est pas pertinent comme argument? Ça sort d'un professeur. Ça craint. Il dit c'est pour éviter la corruption. Parce que lui, il n'est pas corrompu. On n'en sait rien. Aucun juge n'a rendu C'est une celui décision. qui trouve qu'on peut corrompre les autres. Sur la corruption. C'est quelqu'un qui trouve qu'on peut corrompre les autres, qui sait qu'il est aussi corruptible, c'est pour ça qu'il le sait. Non, c'est pas forcément. C'est normal. C'est pas forcément. Je vous le dis, si tu n'es pas voleur, tu ne peux pas reconnaître ton frère voleur. Allez le noter quelque part. Je ne peux pas avoir des intentions sur quelqu'un que je ne connais pas, qu'il est corruptible. Et il ose dire ça à la télé, non, mais par ses actes, quelqu'un qui est... Moi, je ne suis pas voleur, mais si je vois quelqu'un qui a des actes douteux, je peux présumer qu'il est ci, qu'il est ça. Comment vous présumez quoi? Bien sûr. Nous parlons de la politique. Et corrompre là. Des gens reconnaissent publiquement qu'ils corrompaient. Ils sont au pouvoir. Hein. Ils sont au pouvoir. Donc, vous ne ne pouvez pas accuser quelqu'un qui, parce qu'il parle de corruption, c'est que lui-même il est corrompu. Mais je ne comprends pas une chose. Celui qui a dit qu'il faut mettre tout le monde sous sa botte, celui qui l'a dit, qui l'a théorisé, qui l'applique à merveille, on appelle ça comment? On risque de ne pas parler des amendements des démocrates. Et c'est pour aller dans la cette émission, oui. Que nous, on dit non. Oui. On ne diminue pas de 15 jours. Nous, on augmente de 15 jours. Vous de proposez. 50. Nous proposons qu'on prolonge pour que cette rupture au niveau des maires, parce que le dernier maire installé, c'est au plus tard le 15 février. Donc, si on allonge de 10 jours les dépôts de candidature, donc ça passe de 50 à 60 jours, 2 mois, c'est raisonnable. Nul besoin d'aller toucher aux nouveaux maires, nul besoin d'aller toucher aux anciens députés. Surtout que la loi, ce que M. Ake propose, c'est que même les députés de 2023 ne parrainent pas en 2026. Justement, oui. Soyons honnêtes.
on leur a amputé leur mandat d'1 an pour qu'ils puissent parrainer. Pas pour qu'ils puissent parrainer, pour qu'ils soient légitimes. Parce qu'en réalité, leur mandat de 3 ans est illégitime. Alors, parce qu'il y a des décisions transitoires. Il faut appeler les gens pour qu'ils vous expliquent. Sortez du système partisan, de la partisanerie. Oui, Moïse Moncho. Alors, si vous vantez si bien les propositions que vous avez faites au niveau du parti, les démocrates, j'ai envie de vous demander, dans tout ce que Hassan Seibou a proposé, dans tout ce que Akhenatonde a proposé, qu'est-ce que vous y trouvez de bon à appliquer? Qu'est-ce que vous trouvez de bon à extirper pour le pas faire? Ils ont proposé. Hassan Seibou a proposé un projet de loi portant en révision, une proposition de loi portant en révision de la Constitution. Vous savez, en droit, on parle de vice de procédure. C'est le code électoral qui nous intéresse. Donc, pour lui, là, on doit le mettre à la touche. On doit maintenant prendre celui de Akhenatonde, on va en discuter. Mais il y a eu 2 propositions de Akhenatonde, et celui d'Akhenatonde et celui des démocrates, sur le même sujet. Donc, coupons les trucs et sortons ce qu'il y a, en respectant surtout la décision de la Cour constitutionnelle. Moi, j'aimerais qu'on fasse les trucs étape par étape. Oui, c'est ce que je vous demande. Vous avez déjà certainement eu la chance de voir un peu ce que Akhenatonde propose. Qu'est-ce qu'il y a de bon dedans? En fait, je vais être honnête avec vous. La seule chose qu'il y a de bon dans ce qu'Akhenatonde a proposé, c'est peut-être l'encre avec laquelle il a été écrit, qui est peut-être honnête et sincère. Donc finalement, il faut prendre la proposition des démocrates. Je dis qu'elle dans la République. Elle viole la décision de la Cour constitutionnelle. Oui, c'est ce que ce n'est pas bon. Pourquoi je vais dire pour les démocrates sont les seuls bien inspirés aujourd'hui, dont il faut c'est pas une affaire d'inspiration. Nous respectons les institutions de la Cour. Mais les autres, nous respectons les décisions. Vous avez dit qu'il n'y a que l'encre de Akhenatonde qui est peut-être la meilleure, qui est honnête. C'est pour vous qui est bien et qu'il faut appliquer pour la bonne marche de la République. Prenez nos propositions. Prenez la décision de la Cour constitutionnelle. Pourquoi vos propositions sont pertinentes? Dites-nous, alors, défendez, ce n'est pas un discours de campagne, mais les autres propositions sont à battre du revers de la main. Mais qu'est-ce qu'il y a dans les 8 grandes propositions des démocrates qui rendent parfait le code électoral? La première, c'est que on veut un consensus autour de tout. C'est la première des choses que nous voulons. Nous voulons un consensus. Vous savez, laisser les élections électorales dans les mains de personnes. Vous répétez ça, nous ne sommes pas politiques. Malveillant, c'est la porte ouverte à tous les dangers dans tous les pays africains. C'est dangereux. Elle est tellement cruciale, elle est tellement importante qu'il faut la corriger. C'est pour ça que nous avons dit, nous ne voulons plus entendre parler de faute mineure, nous ne voulons plus entendre parler de certificat de conformité, nous ne voulons plus entendre parler de caducité des bureaux, des résultats bureaux de vote papier en plein match. Donc, on a dit ceci. Dans nos propositions, il faut enlever tout ce qui dérange, trouver un consensus et surtout respecter la décision de la Cour constitutionnelle le 24001. C'est pas sorcier. Lorsqu'on dit par exemple l'impôt, on dit le quitus fiscal, c'est une pièce importante du dispositif pour déposer la candidature. Je parle des députés aussi, même des maires. Et l'impôt est quérable. L'impôt, ce n'est pas un crime tant que tu n'as pas été jugé. Et celui qui donne l'impôt, qui donne le quitus fiscal, il n'est pas juge pour empêcher un candidat de recevoir son quitus fiscal. Qu'on lui sorte le quitus fiscal, tu dois 10 millions. Il prend l'engagement de payer ces 10 millions. S'il ne paie pas son engagement, on va le poursuivre après. Mais on ne fait pas ça, on le met comme pièce pour exclure, éliminer des listes tout entières. Et quand, dans toute une liste de près de 3000 candidats, le quitus fiscal d'un seul candidat, même suppléant, écoutez bien ce que je vous dis, même suppléant, n'est pas reçu, toute la liste tombe. Vous demandez à ce que ce soit corrigé aussi? On demande qu'on trouve le consensus, qu'on ne fasse pas tomber. C'est l'impôt. L'impôt est quérable.
L'impôt, tant que tu n'as pas été jugé pour évasion fiscale, pour dette d'impôt, tout ça là, on ne peut pas t'empêcher d'être candidat. Là, ce que la DGI fait, c'est qu'elle juge, elle décide qui sera candidat, qui ne serait pas candidat. Ce n'est pas bon, il faut supprimer ça. Modification de la Sénat. La Sénat n'a pas... Elle est l'organe central qui organise nos élections. Et on a vu ce qui s'est passé. Et sous Tchando, faute mineure, on élimine des listes. D'autres ont le droit d'avoir des fautes mineures parce qu'ils sont bien couverts par la mouvance, le président en place, et d'autres pas. On les élimine. Poubelle. Et on laisse des amis aller remplir l'Assemblée nationale. On laisse d'autres aller faire le match amical des présidentielles. On ne veut plus ça, on veut modifier ça. On voudrait mettre en place un comité ad hoc qui est composé non seulement de la Cour constitutionnelle, de la Cour suprême, des membres, des désignations de personnalités dans la société civile, d'un expert et de chaque mouvance. C'est-à-dire que de chaque truc là, la mouvance parlementaire et l'opposition parlementaire. Donc on équilibre, on se surveille et on extrait une liste électorale. Et au niveau des arrondissements, nous mettons le même schéma au niveau déjà des arrondissements. Et nous allons encore plus loin en disant ceci. Nous avons vu et nous avons entendu à la Cour constitutionnelle. Et là, c'est triste. On a refusé de donner des fiches des procès-verbaux de dépouillement à des partis parce qu'il n'y en avait que 3. Et le président de la Cour, quand le rapporteur dit que il fallait tout faire pour l'avoir. On allait s'entretuer pour avoir une fiche? Non. Donc on dit non, il n'y aura plus de ça. Lorsque on refuse de donner, il faut décourager ça. Nous rendons imprescriptibles ces genres d'actes de fraude électorale. On a vu des gens cacheter des bureaux de vote, se reconnaître avoir tamponné 8 carnets de 50, 12 carnets de tel. Il n'y a eu aucune poursuite. Si on le rend imprescriptible, on veut décourager ces genres de comportements. Nous voulons des élections apaisées, des élections libres, des élections transparentes. Attribution de sièges de 10% à 5%, caution de 250 millions à 50 millions. Nous avons copié le Sénégal par rapport à cette affaire de 10%. Et il est passé pratiquement à 5% aujourd'hui au Sénégal. Et nous voulons que, en tenant compte des élections municipales de 2020, où certaines villes, dont la ville capitale, Porto-Novo, a un maire que la population n'a pas voté. C'est le PRD qui est sorti premier là-bas. Mais le PRD n'ayant pas eu 10% au niveau national, il a été écarté. Et c'est comme ça qu'on a nommé l'actuel maire. Vous trouvez normal que quelqu'un à qui vous votez ne puisse pas gérer votre cité? Parce que ce sont des élections locales, communales. C'est pas normal. Donc on a dit, ok, ramenez ça à 5%. Et nous allons plus loin. Nous disons, si on doit le maintenir à 10%, ce n'est plus au niveau national, ce serait au niveau de la commune qu'on va calculer le quorum de 10% pour pouvoir élever des conseillers municipaux. Mais au niveau national, on a dit de le ramener à 5% pour les législatives. Parce qu'il y a des députés qui ne représentent personne. Ils ne représentent personne. Parce que c'est toujours pour exclure que ça a été mis en place. Nous ne voulons pas l'exclusion. Vous savez, le Parti des démocrates aurait pu dire, dans ces circonstances, bon, moi je suis déjà à l'Assemblée nationale, je maintiens les 10%, je maintiens la caution, je fais tout ce que je fais. Parce qu'elle est déjà là. Mais elle ne veut pas de ça. Elle veut une Assemblée nationale
L'État doit représenter le Bénin. Nos communes, le conseil municipal doit représenter la commune. Et c'est pas ce qui se passe. Vous pensez que ces propositions sont inattaquables, que la mouvance présidentielle... vous pensez que c'est la meilleure intelligence de l'heure? Ou c'est, n'est-ce pas, un projet anti-réforme talent, comme vous l'avez toujours dit dans vos discours? Ce n'est pas une affaire de réforme anti-talent, ce n'est pas une affaire d'intelligence. C'est une affaire de bon sens. C'est une affaire d'équité, d'égalité. C'est une affaire de fraternité. C'est la devise de notre pays. C'est une affaire de justice. Le bon sens n'a qu'un seul camp actuellement. C'est une affaire de justice. Il faudrait que vous puissiez le prendre en compte, que vous puissiez comprendre ce qui se passe. Cette émission reste 5 minutes. Moïse Moutchor, quelles sont les chances de réussite? Vous êtes 28, ils sont 81. Les chances de réussir. Le président de la République, s'il veut montrer sa bonne foi, comme vous le dites, il a demandé qu'on aille trouver un consensus à l'Assemblée nationale. S'ils réussissent à passer les propositions, ils n'ont pas besoin de nous. Donc, mais si il veut montrer sa bonne foi, il veut le consensus comme il a demandé, il demandera à sa mouvance, prenez en compte ce qu'ils disent. Trouvez un consensus. Avançons. Le Bénin est à nous tous. Vous avez fait des démarches? On vous l'a reproché pour la loi d'amnistie. Est-ce que vous avez fait des démarches? Vous avez pris par les couloirs parlementaires? Là-bas se font et se défont les intrigues politiques. Vous avez usé de diplomatie parlementaire ou c'est le discours de Noénou Atchadé ou de Eric Mounete que nous avons suivi mercredi dernier? Là, c'est ce discours que vous tenez. Évidemment, nous avons mené des diplomaties parlementaires, comme on le dit. Sinon, on n'allait pas renvoyer au président de la République notre mémorandum. On n'allait pas rencontrer toute l'opposition. Vous avez vu la sortie de la mouvance. Mouel Bénin, mouvance, elle est contre. Révision. Révision comme le code, la loi, la territorialité de Akhenaton. Ils ont fait des propositions aussi. Oui, qui va dans notre sens. Ils ont fait des propositions. 60 jours, ils ont dit la même chose. D'accord, ça fait 2. Rassemblement, ou bien comment il avait, Renaissance nationale. Même chose. Contre la révision. Contre la révision. Et contre ce qui se prépare pour le code électoral. On fait des propositions, nous sommes d'accord. Ils sont sortis. Ils n'ont pas dit contre. J'étais à la sortie médiatique de Moël Bénin, par exemple. Oui. Ils ne sont pas contre la relecture du code électoral. Non, ils ont fait des propositions. Ils ont fait des propositions. Les propositions nous rejoignent. Prenez la proposition de Moël Bénin. Elle dit qu'il vous avez tenu des propos tout à l'heure qui me demandent, enfin, qui me font penser que vous n'avez pas envie qu'on évolue dans le débat au niveau de l'Assemblée. Parce que vous avez dit, la proposition d'Akhenaton, par exemple, il n'y a que l'encre qui peut intéresser dans tout ce qu'il a dit. Vous avez des propositions, vous avez besoin pour l'examen, pour trouver le consensus autour. Mais déjà que vous jetez pour les autres à la poubelle, comment est-ce que vous êtes sûr que la vote sera examinée, que ça va faire objet d'attention de la part des autres? La nôtre, elle vient d'un mémorandum de tous les partis de l'opposition. Même le parti FCBE va dans le même sens que nous. C'est bizarre, hein? Et c'est seulement BR et UP, et d'ailleurs même au sein de BR comme de l'UP, des gens n'ont jamais vu la proposition de Zeibou, ils n'ont même pas discuté au niveau du bureau politique. Le BR a sorti un communiqué supportant. Après. On tient compte des dernières informations. Après, oui. Après, ils ont sorti le communiqué, on sait comment ça se répare. Comme l'UP. Donc, Moël Bénin sort et dit oui, révision non, toilettage oui, mais c'est ceux qui sont légitimes, c'est eux qui sont là. Des députés à l'Assemblée. Malgré ça, ils ont dit que c'est ceux qui sont là. Donc vous qui avez des députés, vous avez fait des propositions et vous espérez que ces propositions-là passent et que c'est d'ailleurs les meilleures. C'est l'autre côté, eux-mêmes, ils en ont fait. Pourquoi le bon sens. Ils ont fait des propositions qui violent la décision de la Cour constitutionnelle. C'est tout le problème. La Cour a dit, par exemple, je vais finir rapidement. Elle dit quoi? Il faut les députés de 2026 et les maires de 2026. Alors que la Cour a réglé le problème des députés. C'est 2023. La Cour trouve de rupture d'égalité au niveau des maires de 2020. Donc, lorsque vous faites contraire à ça, vous êtes contraire. Ça, pourquoi on va la prendre en compte? Dites que ce que vous avez fait.
se disent la vérité. Donc, c'est ça le vrai problème. Et je parle du bon sens. Je parle du patriotisme. Ceux qui sont là puissent comprendre que oui, c'est le Bénin qui se joue là. C'est le Bénin de 2026 qui se joue. Ce sont des Béninois aussi, eux. C'est ça qui se joue. Et nous appelons à ceux qu'ils mêlent que le bon sens triomphe dans ce débat-là. C'est tout. Ils savent qu'ils n'ont pas besoin de nous. Donc, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Le peuple en est témoin. Allez, Moïse Montchor, vous êtes membre de la cellule de communication du parti Les Démocrates. Vous êtes cadre du parti et vous avez joué le rôle de directeur adjoint de campagne lors des législatives dernières. C'est bien cela. Merci d'être passé sur Zone Franche. Merci pour vos éclairages. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. J'étais en compagnie de William Clécan pour recevoir Moïse Montchor du parti Les Démocrates. Merci à toute l'équipe de réalisation. Vous connaissez les canaux de rediffusion de votre émission Zone Franche. On se reprend dimanche prochain. Plaisir à Dieu.